Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui donc le sujet du jour, on va revenir sur des sujets un peu plus dialectiques. On va laisser tomber un petit peu ces histoires de confinement, déconfinement et de virus. Euh, donc là je vous ai préparé un petit truc, je vais essayer de répondre à la question aujourd'hui, hein, donc toujours sous forme de questions, de problématiques qu'on va essayer de résoudre, qui est donc pourquoi y a-t-il des guerres, hein? C'est la question, une question toute simple que peuvent se poser des enfants. D'ailleurs je vais partir d'un questionnement d'enfants justement, comme exemple. Pourquoi y a-t-il des guerres dans l'histoire de l'humanité? Pourquoi l'homme fait la guerre? Euh, et je vais partir d'une question justement et d'une réponse aussi déjà toute simple. On va essayer de répondre à cette question toujours avec l'outil dialectique, c'est-à-dire donc soit effectivement en surmontant les contradictions ou alors en remettant en perspective historique, c'est-à-dire avec la vision dialectique de l'histoire qu'on va essayer de développer ici. Alors, d'abord la question de la guerre. Cette question-là, je l'ai entendue il y a quelque temps. Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu dans des vidéos, mais là, je vais vraiment faire cette vidéo là-dessus. Dans une émission sur le service public à la radio, dans le service public, j'avais entendu un, un enfant. Vous savez, c'est une émission où il y a des enfants qui posent des questions et il y a toujours une personne qui répond, une personne jugée compétente pour répondre à la question. Là, en l'occurrence, il y avait une professeure d'histoire qui était invitée, et les enfants, qui étaient des enfants de collège, hein, je pense, de sixième, cinquième par là, qui posaient des questions, voire peut-être même des plus jeunes des fois, qui posaient des questions, et là, il y a un enfant qui a posé une question qu'on peut poser à n'importe quel âge. C'est pas forcément une question d'enfant, hein, c'est une question qu'on se pose à tout âge, hein, qui est pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, pourquoi les hommes se font la guerre. Et à cette question très intéressante, et j'ai trouvé que la professeure d'histoire a donné une réponse très conne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas répondu, elle a botté en touche en réalité. Elle lui a dit, bah c'est comme ça, les hommes se sont toujours fait la guerre, c'est comme ça, quoi. Voilà. Ça c'est la réponse de la professeure d'histoire. Et ça m'a pas tellement étonné parce que la professeure d'histoire, donc c'est une prof d'histoire en collège ou lycée, hein, voilà, et c'est pas quelqu'un qui est forcément compétent, c'est pas quelqu'un qui est forcément compétent pour répondre à ce genre de questions. Parce que ce n'est pas seulement une question historique, historique en tant que matière bien catégorisée, on va dire, c'est-à-dire de collège-lycée, vous voyez. Non, c'est une question qui dépasse le simple cadre historique, et en réalité qui est une question, une vraie question dialectique. Pour y répondre, il faut justement prendre la chose dans sa globalité, c'est-à-dire le mettre en perspective par rapport à la globalité du monde et le mettre en perspective historique. C'est-à-dire le mettre en perspective notamment avec des notions d'anthropologie, par exemple. On voit que il faut sortir du simple champ enfin de catégorie de matière scolaire, si vous voulez, de l'histoire. Voilà, de l'histoire géo en plus, parce qu'on a même réuni les deux. Donc je disais pour le professeur d'histoire, donc là on a deux lacunes si vous voulez. C'est vrai je peux faire une petite digression sur les questions de professeur d'histoire, j'ai commencé là-dessus. Les profs d'histoire, le problème c'est ils ont deux limites pour moi. D'une part, ils ont une connaissance qui est trop partielle de l'histoire, c'est-à-dire même la matière de l'histoire, en réalité, ils ont une connaissance très partielle, parce ils ont fait, c'est vrai, des études un peu généralistes, ils ont une licence d'histoire qui survole un petit peu toute l'histoire, mais à partir, et ça c'est vrai, je veux dire, dans l'histoire de la primaire jusqu'à l'université, même quand on fait des études d'histoire, on a, euh, on a un programme qui est un programme de toute façon qui est tronqué. Voilà, vous voyez, donc il y a deux choses, c'est-à-dire il y a le fait que déjà en histoire on apprend surtout des dates et enfin des faits historiques des personnages avec des biographies, etc. Donc ce qui est très intéressant, ça c'est une base de savoir hein, qu'il faut connaître. Mais le problème, c'est pas le tout de connaître des dates. C'est bien pour les gens qui ont une bonne mémoire, effectivement, à force de connaître des dates, de connaître des personnages, de connaître voilà plein de choses comme ça. C'est intéressant, mais je veux dire, ça ne règle pas le problème de la connaissance et la perspective historique. Je vais essayer d'expliquer en termes simples ces termes un petit peu peut-être un petit peu plus compliqués. Quand je parle de perspective historique, c'est-à-dire le mouvement de l'histoire. L'histoire, c'est un fil, c'est une continuité, hein. C'est comme ça qu'on voit l'histoire en dialectique. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas une succession de faits qui arrivent comme ça par hasard. L'histoire, c'est un fil qui se tisse et qui a une continuité, qui a un début, une fin, et qui a une continuité entre les deux. C'est-à-dire, et si on n'a pas cette compréhension-là de l'histoire, on ne comprend rien à l'histoire. On peut connaître des faits
sur le bout des doigts. On peut savoir exactement le nom de tous les rois de France et les dates de règne exactement. C'est pas ça qui vous fait de vous un historien compétent. Un vrai historien compétent, c'est quelqu'un qui est capable non seulement voilà, enfin, qui à la limite n'est pas forcément, ne connaît pas forcément par cœur sur le bout des doigts les dates et les personnages, etc., mais est capable de vous expliquer comment on est passé, par exemple, et ça c'est un exemple flagrant, hein, comment on est passé, par exemple, de la Renaissance à la Révolution française, en passant par Louis XIV. Comment il est capable de vous expliquer le lien qui y a entre comment dire, les trois éléments historiques. Alors après, on va aller beaucoup plus loin sur la question, on va revenir à la question de la guerre, hein. Mais là, c'est simplement pour faire le point déjà sur le problème de l'histoire, donc il y a à la fois le fait que les profs ont une connaissance partielle, d'une part déjà parce qu'ils ne, voilà, ils ont cette connaissance très scolaire de l'histoire, ils ne sont pas des vrais historiens en profondeur, on va dire, et la seule chose qui creuse en profondeur, c'est dans le cadre de leurs études, quand ils vont jusqu'au Master 2 aujourd'hui, eh bien, dans le M2, ils font ce qu'on appelle la mémoire, et dans le mémoire, ils creusent surtout un aspect parce que c'est ça, hein, quand on fait, plus on va loin dans les études, et plus on se spécifie, en réalité. Et on est même à partir du master, on est dans l'hyperspécification, et dans l'hyperspécification, eh bien, du coup, on a une vision extrêmement tronquée, puisque vous avez des gens qui peuvent être spécialistes, par exemple, de la guerre de 100 ans, d'autres qui vont être spécialistes de la Révolution, et c'est même plus précis que ça, ils peuvent être spécialistes de Robespierre, vous voyez, donc vraiment d'aspects très, très précis dans l'histoire. Mais par contre, ils seront incapables de placer ça dans une perspective historique, qui va de la naissance de l'humanité ou à la naissance de l'histoire, on va voir d'ailleurs ces différents éléments-là, ces différentes étapes, à aujourd'hui, à notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Nous allons parler d'histoire, puisque vous avez compris, la guerre, c'est quelque chose qui jalonne aujourd'hui l'histoire, hein. L'histoire, quand on apprend l'histoire, on apprend énormément de guerres qui se succèdent, et donc ça en fait partie. C'est pour ça que nous allons voir à travers l'histoire, justement, la guerre dans l'histoire, dans une perspective historique. L'histoire, à quel moment naît l'histoire? L'histoire, elle naît avec ce qu'on appelle le néolithique. C'est-à-dire que avant le néolithique, pendant des milliers d'années, l'humanité a existé, hein, les hommes existaient, mais il n'y avait pas d'histoire, parce qu'il n'y avait pas euh, comment dire, alors il y avait une mémoire, il ne faut pas confondre la mémoire et l'histoire, hein. C'est pour ça que d'ailleurs quand on parle de mémoire historique, c'est bien deux termes qui se complètent, puisque la mémoire et l'histoire, ce n'est pas la même chose. L'homme avant l'histoire avait une mémoire, c'est-à-dire qu'il pouvait se souvenir de ce qui s'était passé avant et de ce qui s'était passé après. Alors en réalité, ça c'est arrivé au moment de la première révolution humaine, alors ça j'avais déjà parlé de Lavier, il explique bien dans son livre, j'en avais parlé dans une vidéo, L'éveil des consciences. Euh, il explique bien que l'homme, quand il est, alors c'est la thèse aussi d'Yves Coppens, voilà, c'est une thèse aujourd'hui qui est de plus en plus acceptée, qui est que avant nos ancêtres hommes-singes, donc, qui vivaient dans la forêt comme des singes, dans les arbres, voilà, qui vivaient dans un environnement où là ils se déplaçaient effectivement comme des singes, eh bien, en sortant de la forêt, ils ont commencé, comme ils étaient dans la savane avec des hautes herbes, ils avaient donc le besoin, les individus qui ont le mieux qui se sont le mieux adaptés à la survie dans ce nouveau milieu sont ceux qui étaient capables de se redresser sur leurs pattes arrière pour pouvoir scruter l'horizon. Et à partir du moment où j'essaie d'aller vite dans l'explication, c'est assez compliqué, mais bon, on peut l'expliquer simplement. À partir du moment où ces hommes singes ont réussi à évoluer dans la savane, eh bien, ils pouvaient désigner des points loin à l'horizon, aussi bien là où ils allaient ou là d'où ils venaient. Ce qui fait que, hein, c'est Delavier qui l'explique bien ça, donc le fait qu'ils pouvaient donc dire d'où ils venaient, c'est-à-dire indiquer le passé et indiquer le futur, en plus du présent. Contrairement aux autres espèces, parce que quasiment toutes les espèces animales, à part l'éléphant qui a une particularité, puisqu'il a une trompe aussi qui lui permet en savane aussi de pouvoir désigner l'horizon. Donc c'est pour ça qu'on dit l'éléphant a une bonne mémoire, hein, et c'est vrai. Par contre, tous les autres animaux n'ont pas vraiment de mémoire. Ils ont une mémoire très basique, en réalité, qui n'est pas aussi complexe que la nôtre. Et voilà, ils ont une certaine mémoire, mais en réalité, ils sont dans l'immédiateté de l'instant, hein, toujours, ils sont c'est pour ça qu'ils agissent uniquement par instinct. Ils ne peuvent pas développer une conscience mémorielle qui deviendra ensuite conscience historique. Et, euh, et donc, parce qu'ils ont conscience de là où ils viennent, de là où ils vont et de là où ils sont. Donc, conscience du présent, du passé, du futur.
ce qui fait qu'ils peuvent se projeter en permanence, et à partir de là, ils ont pu développer la conscience humaine. Ça, c'est la première étape. Donc à partir de ce moment-là, il y a une mémoire humaine assez complexe, assez développée, mais pas encore d'histoire. Parce qu'on n'est pas encore... on apprend des choses du passé uniquement dans un but purement fonctionnel de survie. Voilà, c'est-à-dire on s'en fout de savoir que il y a eu telle tribu qui s'est fait la guerre, ou... Enfin, il n'y avait pas vraiment de guerre d'ailleurs à l'époque, je vais revenir là-dessus. Voilà, on s'en fout de ce qui s'est passé, en gros. Ce qui importe, c'est savoir que tel endroit c'est dangereux parce qu'il y a des prédateurs, que, on peut, tel endroit là-bas, il y a du gibier. Voilà, c'est juste ça qui intéresse. Ça la fonction de la mémoire se résume à cela. Jusqu'à ce qu'on arrive donc à une autre évolution qui est celle du néolithique. Le néolithique, c'est le moment où, euh, alors là je vais détailler, hein. On va commencer par la première grande étape du néolithique, c'est la création de propriétés privées. Pour moi, je pense que c'est fondamental. La création de la propriété privée, c'est vraiment ce qui a marqué l'entrée dans une nouvelle ère pour l'humanité. Pas forcément pour le meilleur d'ailleurs. Puisque la création de la propriété privée, vous allez voir le lien avec la guerre, hein. Donc là, on sort tout à fait de l'immédiateté, mais même simplement du côté mémoriel, parce que là, on installe une propriété. Et là, il faut se souvenir qu'effectivement, tel endroit devient la propriété de telle tribu, et puis plus tard même de tel, peut-être même de tel individu, voilà. Mais en tout cas, d'abord, on est plutôt dans l'idée de tribu élargie, hein, voilà, de famille élargie, on va dire, toujours par rapport aux représentations que nous pouvons avoir nous aujourd'hui. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a propriété privée, donc c'est-à-dire qu'on dit, voilà, tel endroit appartient à telle tribu, donc tel gibier appartient à telle tribu, tel fruit appartient à telle tribu. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble ensuite de biens et donc de nécessités qui peuvent se créer et même enfin, se renouveler sans cesse. Ce qui fait que là on a créé déjà ce qu'on appelle la logique du capital, hein, la logique du capitalisme qui est de créer toujours de nouveaux marchés, de nouveaux besoins et toujours toujours aller vers la hausse tendancielle du taux de profit. Donc ça c'est c'est la base de tout, c'est-à-dire la propriété privée. Là, on a créé, on a dit voilà telle chose appartient à telle tribu, et à partir de là, eh bien, on crée des besoins, on crée des échanges, et là, on en arrive à la deuxième étape qui vient très rapidement, qui est la création de valeur, puisqu'à partir de ce moment-là, on va être dans le troc, puisque vous imaginez bien que là, le fait de, je parlais de sectorisation, c'est-à-dire le fait de, de délimiter la terre en propriété, fait que déjà qu'on fait une première découpe, on sectorise. Si vous voulez, avant, il n'y avait pas de notion de propriété, il faut bien comprendre ça. Et à partir du moment où il n'y avait pas de notion de propriété, eh bien, je veux dire, tout appartenait à tout le monde. Et on était effectivement dans le tout du monde, dans la globalité du monde, il y avait rien n'était, il y avait pas de sectorisation, de découpe, comment on dit, de partage. Il n'y avait pas de partage des tâches. C'est-à-dire qu'à part purement sexuel, le partage des tâches, on peut imaginer qu'il y avait quand même partage des tâches sexuelles, étant donné que la femme était plus apte à pouvoir, rien que pour la tétée, tout ça, devait rester avec les petits, et donc forcément ne pouvait pas aller chasser avec les hommes, et donc c'est pour ça que les hommes allaient chasser. Donc ça, c'est peut-être sexiste pour les féministes d'aujourd'hui, mais c'est la réalité anthropologique, hein, voilà. Donc ça, c'est la seule forme qui était nécessité, hein, voilà, c'est nécessité fait loi. L'homme devait partir chasser, la femme devait rester près près du nid ou de la grotte, je ne sais quoi, voilà, pour s'occuper des petits. Ensuite, donc à partir du moment où là, par contre, on a sectorisé entre les hommes, c'est-à-dire qu'avant, les hommes faisaient tout. Les hommes pouvaient être aussi bien être ceux, je veux dire, ils pouvaient être celui qui allait chasser, qui allait cueillir, qui allait, voilà, il y avait, c'est-à-dire que tout le monde, il n'y avait pas de répartition des tâches, si vous voulez. C'est pas comme aujourd'hui où on a des gens qui sont médecins, des gens qui sont avocats, des gens qui sont ouvriers, voilà, il n'y avait pas il y avait pas cette vision-là du monde. Et elle est venue avec la propriété privée, parce qu'avec la propriété privée, on a commencé à sectoriser, et du coup, eh bien, des gens se sont spécialisés dans telle chose. Par exemple, quelqu'un qui avait un terrain, ou une tribu qui avait un terrain euh, qui était propice à l'agriculture, eh bien, s'est mis à faire de l'agriculture. Et c'est là qu'on a commencé à faire de l'agriculture intensive, et notamment à cultiver le blé. Puisque nos ancêtres, pendant des millions d'années, ne mangeaient pas de blé, hein, puisque c'était pas leur alimentation de base. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu l'alimentation de base, parce qu'elle permettait à un petit groupe de pouvoir nourrir un plus grand nombre.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a, voilà, c'est ensuite les premières civilisations, donc euh, créées et développées autour de la culture du blé. Donc là, je suis en train d'englober une très large période de temps, hein, quand je dis ça, hein. Voilà, c'est un processus, hein, c'est très long, ça s'est pas fait en 2 jours, hein. À partir de là moment où on crée, voilà, on sectorise comme ça, on dit, il y en a un qui fait, par exemple, il y a une tribu qui s'occupe de faire comme je dis, le blé, donc qui s'occupe de l'agriculture, et une autre qui fait de l'élevage. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, forcément, on crée des besoins. Celui qui fait l'agriculture, il n'a pas accès à l'élevage, et celui qui fait l'élevage n'a pas accès à l'agriculture. Donc, on crée un échange. On crée des échanges, et donc, on donne de la valeur aux choses. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, euh, telle quantité de blé, ça vaut ça en denrée animale, on va dire. Et donc, le fait de donner des échanges comme ça, donc, c'est là qu'on a créé le troc. Et le troc, déjà, donne de la valeur. Et on a formalisé ça à un moment donné en créant un intermédiaire, et toutes les civilisations l'ont fait, hein. C'est-à-dire que mécaniquement, à un moment donné, à partir du moment où on franchit ce pas-là et qu'on rentre dans ce processus-là, il va inévitablement se créer l'intermédiaire qui va servir de valeur, comment dire, de référence, hein, qui est la monnaie. Voilà. Donc à partir du moment où on crée de la monnaie, les civilisations les plus anciennes ont créé tout de suite la monnaie, ont toutes fonctionné avec la monnaie. Même des civilisations qui n'avaient pas forcément d'interdépendance, enfin d'interaction entre elles, puisqu'on a vu que toutes les civilisations, y compris les plus lointaines, on a créé de la monnaie à partir du moment où on a commencé à se développer on est rentré dans ce processus-là, de processus du néolithique, hein, qui ensuite, à un moment donné, se déboule sur les grandes civilisations, les premières civilisations donc, qui ont vu le jour, notamment en Mésopotamie, et qui ont développé voilà, les premières monnaies, les premières... Donc, on rentre dans ce processus-là. Donc après la création de valeur, eh bien, on voit, là on avance un petit peu dans le temps, et on voit que la guerre, puisque c'est ça qui va être l'origine de la guerre, c'est la propriété privée puis la création de valeur, qui fait bah, que forcément on voit l'herbe ou le blé ou les animaux plus verts chez le voisin que chez nous. Ou alors on va manquer de telle ou telle chose, voilà, à un moment donné, il va se poser des questions de, euh, de, de, de problèmes, comme dirait de Delavier, de problèmes caloriques, hein, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à telle ou telle chose, on est dans une situation où on n'a plus de gibier dans notre territoire, voilà, donc on va commencer à aller guerroyer avec la tribu voisine. Et c'est exactement ça qui est à l'origine des guerres. C'est ça qui a créé le besoin de faire la guerre. Puisqu'avant, il n'y avait pas de guerre. Avant, alors, je vais revenir, je vais expliquer. C'est pas qu'il y avait pas, il y a pas forcément, il pouvait y avoir conflit, mais dans des situations très exceptionnelles et très marginales. Parce que la guerre telle qu'on l'entend aujourd'hui, dans notre monde moderne, dans notre monde néolithique, il est impossible. euh, je veux dire la guerre n'est pas consubstantielle à l'homme, comme disait cette femme, mais elle est une nécessité historique. Voilà, elle est devenue une nécessité historique parce qu'on est arrivé dans une société, dans un cadre qui nécessairement génère de la guerre. Voilà. Ah, c'est cette fameuse phrase capitaliste, c'est le capitalisme. Comment c'était? Euh, porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Voilà. Euh, donc, pour pouvoir faire la guerre ensuite, plus la société se complexifiait, et c'est vrai que la guerre, il y a quand même en tout cas chez l'homme, qui est naturellement bon en réalité. Moi, je pars de ce postulat, je défends ce postulat que l'homme est naturellement bon, et que, étant naturellement bon, eh bien, il a un penchant anti-guerre en réalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des penchants pacifistes. De la même manière, alors c'est pareil, il y a une dialectique. On est à la fois, l'homme a à la fois en lui le bellicisme voilà, de l'homme. Enfin, en réalité, qui n'est pas un vrai bellicisme, c'est il y a une agressivité, mais ça qui est purement chimique, qui est inscrit dans notre patrimoine génétique, mais pour notre propre défense, en réalité, mais qui a été transformé, qui a été instrumentalisé par justement cette société civilisée pour pouvoir en faire des guerriers. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, il y a aussi ce pacifisme, puisqu'on trouve que les guerres sont absurdes. Au fond de nous, on trouve tous que les guerres sont absurdes, même ceux qui la font à un moment donné euh, la trouvent absurde, finissent par la trouver absurde. Hein, on voit ça dans mon livre là, qui est derrière, là, qui est derrière celui de Francis Cousin dont je vais parler après.
mon roman La vie héroïque de Paul Suarez que j'ai écrit il y a quelques années, où effectivement il y a une espèce de personnage, le personnage principal est un espèce de maître de guerre qui à un moment donné se rend compte que ce qu'il fait est absurde. Voilà. C'est que pour pouvoir faire accepter la guerre, on va créer des prétextes fantasmatiques. Et moi, tout au long de l'histoire, on a tout un ensemble de prétextes qui font qu'on pense aujourd'hui qu'on fait la guerre pour ces prétextes-là, alors qu'en réalité, on fait la guerre toujours pour la même chose, c'est-à-dire pour s'accaparer le bien d'autrui. Voilà, parce qu'il nous manque, voilà, c'est uniquement dans ce but-là. C'est-à-dire la guerre se fait uniquement dans le but de pouvoir aller plus loin dans ce développement du capital. Voilà. Et en réalité, voilà, pour le dire simplement, hein, en réalité, bah, je vais prendre un exemple très simple qui est les guerres de religion. Les guerres de religion, en vérité, elles n'ont rien à voir avec la religion. C'est-à-dire, si religion ou pas religion, elles auraient eu lieu quand même, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que euh, parce que un tel était protestant et l'autre était catholique, c'était le prétexte pour qu'ils puissent guerroyer. Mais en réalité, il y avait des dissensions territoriales, des choses comme ça entre différentes seigneuries qui ont fait que les uns ont choisi un camp et les autres l'autre. Voilà, c'est tout, hein. On a vu d'ailleurs que il y a des pays entiers qui ont pris une religion uniquement dans un but purement politique. Hein, c'est-à-dire, quand on dit politique, c'est-à-dire pour défendre des les intérêts du dirigeant. Hein. On prenait la religion de son dirigeant, de son dominant. Voilà. Ah, c'est ce qu'a fait l'Irlande en réaction à l'Angleterre. D'ailleurs, l'Angleterre, c'est ce qu'elle a fait aussi en réaction au reste de l'Europe. Enfin bref. Et donc les prétextes fantasmatiques, alors je prends l'exemple de la religion. La religion est un prétexte fantasmatique, c'est-à-dire un prétexte bidon, tout simplement. Tout comme l'est aussi tout ce qui est, on parle en Afrique notamment des guerres raciales, des guerres ethniques, tout ça c'est pareil, c'est des prétextes bidons. Euh, et puis bien sûr il y a les fausses agressions, donc ça c'est un peu plus récent. Les fausses agressions, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'une guerre éclate, il y a toujours un attentat un peu suspect. Pour prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale avec l'attentat de Sarajevo. Et on sait que certains, en tout cas, je ne vais pas rentrer parce qu'on va me taxer de théorie du complot, mais c'est vrai que vous regardez, il y a toujours, que ce soit l'entrée des États-Unis avec Pearl Harbor, le 11 septembre évidemment, qui est un exemple emblématique aussi. Mais si je prends l'exemple bien connu qui est l'exemple du Maine, enfin un peu moins connu quand même, l'exemple du Maine, le Maine c'est ce bateau américain qui avait coulé au large de Cuba en 1898, donc c'est un peu plus de 100 ans, qui, euh, qui avait coulé, et en réalité qui avait été, donc il avait été coulé, alors on avait dit que c'était un attentat, puisque c'était les Espagnols qui étaient à Cuba à l'époque, hein, puisque c'était une colonie espagnole encore, ils avaient été accusés en tout cas d'avoir fait exploser le bateau, alors qu'en réalité les États-Unis ont reconnu 100 ans après, c'est-à-dire en 1998 seulement, les États-Unis ont reconnu officiellement que ça avait été un faux attentat. C'est les Américains qui avaient fait sauter eux-mêmes leur propre bateau avec leurs propres hommes à l'intérieur. C'est grave, vous imaginez? C'est comme si aujourd'hui on apprenait que le 11 septembre, d'ailleurs il y a des thèses qui vont dans ce sens-là, mais je ne vais pas développer là-dessus, on apprenait que le 11 septembre, en vérité, c'était pas Ben Laden, mais c'était les Américains eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est exactement la même logique, hein. Donc on verra peut-être dans 100 ans, on saura si c'est le cas ou pas. Mais bon, on va pas gloser là-dessus. Ce que je veux dire simplement, c'est que voilà, il y a toujours des attentats un peu bizarres et qui souvent sont des attentats orchestrés, manipulés pour pouvoir lancer un prétexte pour faire la guerre. Puisque que ce soit la religion, l'attentat bidon ou l'ethnie ou la race, c'est toujours des prétextes qui vont aller dans le sens de l'acceptation par l'opinion publique. C'est-à-dire, ça va permettre comment dire, ça va permettre à l'opinion publique la plus large d'adhérer au conflit, d'adhérer à l'entrée en guerre. Vous voyez, puisque l'entrée en guerre n'est pas un acte naturel, notamment. Et maintenant, c'est vrai que les gouvernants ont bien maîtrisé cette dialectique-là, de manière inconsciente, mais en tout cas, ils savent le faire pour pouvoir. Ils ont compris, ils l'ont compris simplement, hein, il fallait que l'opinion publique soit derrière l'État pour mener la guerre, puisque l'expérience historique a montré, c'est d'où l'intérêt de l'histoire ici, l'expérience historique montre que c'est pas forcément bon de le faire sans avoir l'aval de son peuple. Alors, maintenant ça nous vient pour répondre à la question, donc je reviens à cette fameuse réponse de cette prof d'histoire qui avait dit naïvement comme ça que l'homme
est toujours, il a toujours fait la guerre, c'est en lui, donc ça serait quelque chose d'ontologique, pour utiliser un terme un petit peu savant. Ontologique, c'est-à-dire qui serait consubstantiel, c'est-à-dire qui serait inscrit dans son être, voire dans son patrimoine génétique. Alors, il est un peu dans le patrimoine génétique parce que bon, ça fait un certain temps qu'on fait la guerre, que l'homme fait la guerre, mais dans la grande majorité de son histoire, il la faisait pas. La notion de guerre n'existait pas avant le néolithique. Elle n'existait pas parce qu'elle n'avait pas lieu d'être. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hommes qui se battaient, voire qui s'entretuaient. Ça existait, mais ça existait toujours dans un but purement de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un contexte où il n'y avait pas il y avait rien à manger et les hommes crevaient de faim, bah, ils pouvaient s'entretuer, se manger entre eux. Voilà, mais sinon, il n'y avait pas. Voilà, c'était dans un but, ils se tuaient pour se manger. Vous voyez. Ils tuaient pas simplement pour prendre quelque chose à l'autre, puisqu'il n'y avait pas de notion de propriété. Donc ça n'avait pas de sens. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc on répond. Voilà, c'est simplement un simple, un simple questionnement philosophique qui permet de répondre à cette question. Mais bon, en réalité, il y a tout un tas de gens qui ont creusé sur ces questions-là et qui ont bien prouvé et démontré que ça n'était pas possible. D'ailleurs, je prends l'exemple de Lorenz, hein, qui vient contredire, d'ailleurs, si je parle de références philosophiques, les références philosophiques que nous avons, c'est par exemple Hobbes, qui nous dit l'homme est un loup pour l'homme. Hein. Voilà, non, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. Enfin, l'homme en tout cas civilisé l'est, hein, mais l'homme d'avant le néolithique n'est pas un loup pour l'homme. Et de la même manière, d'ailleurs, le loup n'est pas un loup pour le loup. C'est la même chose. Et ça, c'est le naturaliste Lorenz qui l'a démontré, hein, que un animal de son espèce ne va pas tuer enfin, un animal ne tuera jamais un animal de son espèce. Là, on voit par exemple les chiens, les chats, et voilà, ils peuvent s'affronter entre eux pour une femelle, mais ils vont pas, il n'y aura pas de mise à mort. Hein, il y aura un moment donné, bon, ils vont s'arrêter à un moment donné, et puis il y en a un qui va se soumettre à la force de l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un instinct de survie qui fait qu'on ne va pas tuer un individu de sa même espèce quand on est dans l'instinct pur, parce que ça n'est pas rationnel. Et c'est uniquement, voilà, comme j'ai dit, dans des contextes bien particuliers, des contextes vraiment où là la normalité n'est plus, que peut y avoir voilà, ils peuvent s'entretuer. Hein, puis ils peuvent devenir fous à cause de la faim, à cause de voilà, plein de choses. Mais en tout cas, dans un contexte normal, ça n'est pas possible. S'il n'y a que l'homme, l'homme par sa conscience mais dégénérée, aliéné par justement par toute cette révolution, tout ce processus historique, qui lui va se mettre à tuer j'allais dire gratuitement, c'est pas gratuitement, mais de manière irrationnelle en tout cas, parce que ça n'est pas dans le but de sa survie, ni celle de son espèce, ni celle de son groupe, ni celle, enfin ça peut être pour défendre son groupe, mais ou ni celle de son individu. C'est-à-dire il faut en réalité qu'il y ait je dis l'homme primordial, l'homme de la radicalité première, c'est-à-dire seulement le néolithique, lui, il est dans le, il est dans la société de l'être. Ça d'ailleurs, je vais parler de ce livre-là vraiment que j'ai lu et je voulais faire une vidéo là-dessus, puis je me suis dit que c'est bien d'en parler dans ce type de vidéo et de le citer. Voilà, je vous invite à lire Francis Cousin, L'être contre l'avoir, qui fait que reprendre. D'ailleurs, vous voyez peut-être, je sais pas si on le voit bien, il y a un livre de Marx. Bon, c'est celui que j'avais sous la main, mais c'est pas le plus connu. Euh, il ne fait que reprendre je veux dire, tout ce qu'a montré Marx, tout ce qu'a montré Hegel, et il essaye de le retranscrire euh, en le mettant en problématique d'aujourd'hui, comme l'a fait Debord aussi, voilà, avec la société du spectacle. Euh, L'être contre l'avoir, effectivement, c'est les sociétés de l'être. Avant le néolithique, on était dans les sociétés de l'être, pour le résumer un petit peu, c'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans les sociétés de l'avoir, et c'est la société de l'avoir qui crée justement l'avoir, c'est-à-dire le besoin d'avoir, qui va générer forcément le conflit, la guerre, dans ce but-là. Et pour n'importe quelle autre espèce vivante, ça n'a pas de sens, vous voyez? C'est uniquement l'homme qui, dans le but de posséder, c'est-à-dire un but qui n'est pas, qui n'est pas lié directement à la survie. Enfin, vous allez me dire, si, le fait d'avoir de la nourriture, oui, mais fondamentalement, il peut s'organiser autrement pour pouvoir générer sa propre nourriture. Et c'est ça, vous voyez, c'est-à-dire que ça ne viendrait pas à n'importe quelle espèce par exemple au singe, de générer une société tellement complexe et et d'en arriver voilà, à générer des guerres en permanence pour pouvoir maintenir ce type de société. Parce que c'est même pas pour la survie directe de l'individu, c'est pour la survie de la société.
Et la société, ça n'est ni plus ni moins qu'un concept fondamentalement, et non pas une réalité anthropologique. Voilà. Alors j'espère que c'est assez clair parce que c'est vrai que c'est des notions qui sont pas évidentes. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais je pense que c'est important de à chaque fois de réexpliquer et de bien le marteler parce que c'est pas des notions qu'on comprend à première vue. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je me suis intéressé à tous ces sujets-là, à la dialectique au départ, j'y comprenais rien. Et c'est progressivement, c'est en relisant, en me penchant plus longuement dessus que j'ai fini par un petit incident micro, voilà, que j'ai fini par comprendre un peu mieux déjà, même si bon, je pense que je vais encore creuser. Je suis pas venu au bout encore de la compréhension de tout cela, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez, comment dire, qui mérite vraiment d'être creusé en profondeur, parce que nous sommes tellement loin de cette réalité-là que c'est assez dur pour nous de bien la comprendre du premier coup. Oui, voilà, donc cette question de l'homme est un loup pour l'homme, ça c'est le dogme libéral qui, euh, si vous voulez, qui a fait dire à cette professeure, je dis tout à fait naïvement, que, que l'homme est ontologiquement violent, guerrier, belligérant, belliciste, etc. Alors que ça n'est pas le cas, ça n'est pas vrai. L'homme est fondamentalement bon, mais il est aliéné par cette révolution néolithique, par ce processus historique qui est toujours la course au profit, au capital, enfin pour le dire simplement, en termes simples. Voilà. Donc voilà, c'est une question aussi de temporalité. Bon, je vais pas développer plus dans cette vidéo. Je pense que là, elle est suffisamment longue. Je n'ai pas envie de la faire trop longue ou trop rébarbative parce que ça serait pas intéressant. Moi, je veux vraiment que je veux nourrir la réflexion. Je veux inciter à la réflexion. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et bon, pour répondre à la question, donc pour conclure, pourquoi y a-t-il des guerres? Alors, on va dire que c'est pas parce que l'homme est ontologiquement violent, c'est parce que simplement le processus historique dans lequel nous sommes actuellement, depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis très peu de temps à l'histoire de l'échelle de l'humanité, nous a aliénés et a fait de nous des gens qui ont besoin de faire la guerre pour pouvoir maintenir ce processus historique. Donc, c'est seulement quand nous sortirons de ce cadre-là qu'il n'y aura plus de guerre. Donc, c'est pas totalement utopique de penser qu'il n'y aura plus de guerre. Seulement, la guerre, elle est systémique, si vous voulez. Donc, si on ne change pas de paradigme, de système à un moment donné, si tout cela ne s'effondre pas, tant que ce système-là continuera à avancer, il y aura des guerres. Il y aura toujours des guerres, et peut-être même des guerres, alors toujours ceux qui se réinventent, toujours sous d'autres formes, hein. On voit maintenant avec le recul historique que les guerres ne se ressemblent pas d'une époque à l'autre. Il y a toujours une évolution, hein. Il y a eu l'époque des chevaliers où ils se battaient corps à corps, et puis ensuite c'est devenu les tranchées de Verdun, et puis vous avez eu plus dernièrement les, vous avez eu plus dernièrement, bah, maintenant c'est des gens dans des avions qui appuient sur un bouton et qui ne voient même pas les gens qui tuent. Voilà, vous avez toujours, et maintenant on parle même de nouvelles formes de guerre, il y a la cyberguerre, il y a la guerre commerciale, voilà, il y a plein de formes aujourd'hui de mener des conflits. Il y a différentes échelles, voilà, ça se complexifie toujours plus. Et donc la vraie question, bah, c'est la question du système, c'est comment ça. Alors, après ça c'est une autre question, parce que là je voulais simplement, je ne vais pas résoudre aujourd'hui le problème de la guerre. Ce que je veux simplement, c'est déjà qu'on arrive à l'étape de la compréhension. Il faut déjà passer par l'étape de la compréhension pour ensuite espérer aller plus loin. Et je pense que il était important de justement de faire tomber ce dogme qui est de croire que l'homme est fondamentalement violent, ce qui fait que beaucoup de gens finissent par être désabusés et à vouloir défendre les animaux. Non, l'homme au départ est un animal, hein. Nous avons un cerveau reptilien qui nous relie à l'animal. Et d'ailleurs, l'animal est relié à nous comme le sont les plantes, comme sont tous les éléments de la Terre et de l'univers. Puisque au départ, c'est l'unité cosmogonique du monde à laquelle nous appartenons et à laquelle nous nous sommes symboliquement détachés. Donc il faut déjà se rattacher à nouveau à cette unité cosmogonique, ben, je vais y arriver, à cette unité du monde, à ce tout du monde, à cette globalité dialectique, pour pouvoir de nouveau eh bien, vivre comme nos ancêtres. Alors pas exactement comme nos ancêtres dans des grottes avec des peaux de bêtes et puis des lances, hein, mais
mais en tout cas dans cet esprit-là, avec comment dire, les progrès que nous avons aujourd'hui, mais des progrès, comment dire, enfin des progrès, parce que ça dépend, après il faut trier entre les bons et les mauvais progrès. Mais justement, je veux dire, une fois qu'on est dans le réel, le bon et le mauvais, je veux dire, il se présente instantanément. Mais bon, là, c'est encore une autre histoire, la question du bien et du mal, du bon et du mauvais. Ça, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus après les attentats de Strasbourg. Allez voir ma vidéo sur les attentats de Strasbourg, où là j'explique de la même manière, de manière dialectique, ce que c'est que le bien et le mal. Voilà, donc comme ça permet d'ouvrir sur une autre vidéo. Peut-être que je la mettrai à la fin de cette vidéo en suggestion hein, pour creuser justement ce sujet-là. Sinon, je vous invite, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la rétribuer en mettant un pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.